Je suis né à Tourcoing, je travaille à Tourcoing et j'habite Roubaix. Donc je suis un peu le mec parfait de la journée aujourd'hui. J'ai habité un petit peu aussi en Afrique du Sud, entre deux. Bon, c'est un peu flou, mais voilà. Donc qui est Seguard Mazurel? Vous pouvez passer la deuxième slide. Donc nous sommes un acteur de la filière lainière. Notre raison d'être, c'est d'être le lien entre les éleveurs de moutons et les industriels et les marques, dans le respect des hommes, des animaux et de l'environnement. Et nous sommes implantés en Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, France et Belgique. Suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, moi je ne suis pas mon métier, c'est la laine. Je ne suis pas un expert agricole. Mon ambition, c'est de susciter votre intérêt sur l'agriculture régénératrice. Bon, on a entendu parler de tout ça déjà un petit peu. Je vais aller plus précisément au niveau agricole, mais principalement dans les milieux semi-désertiques. Je vais prendre l'exemple de l'Afrique du Sud. Alors, ce qui nous a... enfin voilà, l'exemple d'Afrique du Sud, vous témoignez un peu ce qu'on a vu. Suivante, s'il vous plaît. On a vu... voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a mis en place un label en Afrique du Sud qui s'appelle Abeloussi Wool, qui veut dire... Abeloussi veut dire berger en Xhosa. Xhosa, c'est une des langues sud-africaines, c'est la langue de Nelson Mandela. Où l'objectif, c'est vraiment de faire le lien entre les industriels, entre les éleveurs et les marques, comme je le disais tout à l'heure, en assurant une traçabilité totale et en faisant des audits à la ferme sur les aspects sociaux, environnementaux, bien-être des animaux. Et donc l'étape suivante est naturellement l'agriculture régénératrice. Ensuite, quelques sujets sur la laine, d'abord. Donc la laine vient du mouton, comme vous le savez. Le mouton, c'est une machine de transformation qui transforme de l'herbe en laine et en viande. L'herbe elle-même vient du soleil et du carbone, de l'air, du CO2. Et voilà. Et la laine est aussi naturelle, biodégradable, recyclable. Biodégradable où ensuite elle se régénère dans le sol, refait pousser de l'herbe et voilà. Donc on a un cycle, elle est recyclable et recyclée naturellement, je dirais. En plus des propriétés intrinsèques, isolation, régulation thermique, odeur et toutes les bonnes raisons pour lesquelles on l'utilise beaucoup en ce moment et encore plus au niveau du sport, dans les t-shirts pour le trekking et des choses comme ça. En ce qui concerne l'élevage, le gourou, si vous voulez, de l'agriculture régénératrice dans l'élevage de l'hémisphère sud, c'est Alan Savory. Alan Savory est né à l'époque en Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe et Zambie. Plutôt côté Zambie, en ce qui le concerne. Et déjà à l'époque, il y avait une tendance à la déforestation, enfin une tendance à la désertification des territoires. Et après avoir fait des études et consulté des experts et tout ça, il s'est dit il y a trop d'animaux pour lutter contre la désertification. Enfin, la désertification vient du surpâturage, il y a trop d'animaux, il faut zigouiller des éléphants. Ils ont zigouillé 40 000 éléphants. Voilà comment il a commencé sa carrière. Et puis il s'est rendu compte finalement que, suivante s'il vous plaît, que finalement la situation s'est détériorée encore plus vite. Il a alors remis le nez dans les bouquins, réobservé ce qui se passe. Il s'est inspiré du français André Voisin, qui avait pas mal déjà travaillé sur la question en France, qui était beaucoup plus connu à l'étranger d'ailleurs, et qui a édité ce livre, écrit ce livre Productivité de l'herbe. Et il en est arrivé à ses méthodes de gestion holistique des sols par le pâturage. Au niveau de l'environnement de l'agriculture régénératrice, il y a d'abord ce concept d'environnement fragile, non fragile à comprendre. L'environnement non fragile, c'est un peu celui qu'on a, en tout cas dans le nord de la France. Il pleut, ou en Normandie, il pleut souvent.
les matières végétales mortes se détériorent, se pourrissent, se désintègrent facilement sous l'action d'humidité, des micro-organismes et autres. Et du coup, permettent ensuite aux autres végétaux de repousser. Typiquement aussi, dans les forêts tropicales, un arbre mort pourri par la base, puis après il tombe, il est vite bouffé par tous les micro-organismes. À l'inverse, dans les environnements fragiles, les pluies sont irrégulières. Alors ce n'est pas une question de quantité de pluie par an, c'est une question de régularité. Parfois il peut pleuvoir beaucoup, mais à un moment donné, et cette grosse pluie finalement n'est pas utile, elle dévale, et puis elle emmène tout sous son passage, mais elle n'est pas vraiment utile. Et donc dans les environnements fragiles, il pleut non régulièrement, il fait généralement sec, il y a peu de micro-organismes, et les matières végétales mortes, l'herbe, les arbres, ne se détériorent pas ou restent très longtemps, ils se détériorent petit à petit sous l'effet de l'érosion, du vent, voilà. Mais ils sont pas mangés par ils ne pourrissent pas. Et les herbes sèches aussi, qui sont les herbes sèches mortes, empêchent les nouvelles herbes de repousser. Et au fur et à mesure, du coup, les nouvelles herbes ne repoussent plus, et puis ça, petit à petit, elles meurent et l'environnement se désertifie. Et ce qui se passe, c'est que si on reprend la théorie d'Alan Savory, c'est de dire qu'avant l'apparition de l'homme dans ces régions de son environnement à lui, donc de la partie Afrique australe, avant l'apparition de l'homme, les troupeaux herbivores vivaient concentrés. C'était un réflexe de protection contre les prédateurs qui chassaient en meute. Et vivant concentrés, ils mangeaient tout ce qu'il y avait dans la zone dans laquelle ils étaient. Ils faisaient leurs besoins, urine, excréments. Et l'urine et les excréments nourrissent le sol, couvrent le sol. Et puis une fois qu'ils ont fait tout ça, ils ont tout mangé, ils ont bien recouvert le sol. Forcément, ils bougent, parce qu'ils ne vont pas remanger sur place. Et ils se déplacent, et ainsi de suite. Et dans cet environnement-là, les animaux ne reviennent pas sur ce terrain-là pendant très longtemps. Et pendant ce temps-là, la terre, la végétation se régénère grâce aux micro-organismes qui viennent des animaux, des excréments et autres. Le sol est couvert et donc il ne s'assèche pas. Enfin, vous voyez l'été, vous marchez sur une plage en plein soleil, vous brûlez les pieds, vous marchez sur l'herbe à côté, ça ne brûle pas. Là, c'est pareil. Un sol nu se dessèche beaucoup plus qu'un sol couvert, mais garde l'humidité. Voilà, donc la couverture du sol est vraiment importante. Et pendant ce temps-là, aussi un autre aspect, c'est que les animaux, tant qu'ils sont concentrés, mangent tout, mais vraiment ils mangent tout, parce qu'ils sont concentrés, il n'y a pas grand-chose. Enfin, par rapport à la surface, ils mangent tout, mais ils mangent une fois tout. Il reste les racines restent fortes. Donc ça, c'est ce qui se passait avant l'apparition de l'homme, avant la venue de l'homme dans ces zones-là. L'homme est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les prédateurs. Du coup, les animaux herbivores n'avaient plus de raison de rester concentrés et se sont étalés. Et en s'étalant comme ça, il n'y avait plus l'effet de la couverture du sol par les excréments, et puis ils mangeaient l'herbe au fur et à mesure, et dès qu'il y avait une petite pousse qui poussait, hop, on remange l'herbe, et au fur et à mesure, voilà. Et puis les petites pousses, c'est les plus fraîches, les meilleures, donc forcément l'animal est attiré par ça, et au fur et à mesure de manger les petites pousses, ça se dégénère, la racine s'assèche, et la plante meurt. Et c'est ça qui a commencé à participer à la désertification après l'arrivée de l'homme dans ces zones-là. Donc finalement, revenez juste avant, s'il vous plaît. Donc le surpâturage, c'est vraiment ça. C'est pas une question de concentration d'animaux, c'est une question de fréquence et de durée d'exposition de la plante à l'animal.
C'est vraiment la chose à retenir. Alors, pour combattre ça, l'idée, c'est de mimer l'environnement naturel avant l'arrivée de l'homme dans ces zones. Un exemple dans le Karoo, ça c'est le plan d'une ferme dans le Karoo. Le Karoo, c'est une grande région en Afrique du Sud, semi-désertique, où il y a pas mal d'élevage de moutons. Suivante, s'il vous plaît. Et donc voilà, là, comme je vous disais, la priorité, c'est de couvrir le sol. Là, je vous montre un exemple qu'on a filmé, juste avec un téléphone, là, au mois de septembre, octobre dernier. Vous le verrez, le gars était tellement concentré sur sa vidéo qu'il a reposé la question 2 fois à l'éleveur. Ça vous va permettre ça vous donne une deuxième chance de mettre la vidéo si on entend. Yeah. See, look at those sheets there. The locust book? The locust spray. Yeah, all over the place. So the last rain, 8 millimeters, 2 weeks ago. 2 weeks ago, yes. And prior to that, we had rain in January last. Not dropping, dunk. Dropping. That's it, yeah. Okay. Yeah, And before 2 weeks, the last rain of 2 weeks ago, when was it? You find them. They're very small. The rain before? In January. In January, so nothing between January and August? No, we had 200 millimeters of rain in January, and that was that. And then we had 8 millimeters now in 2 weeks ago, middle of September. And that's already green. Yeah, and this is good. I mean, there you got your shoots already coming out. This panicum plant there, look, there's the green coming out. There. Okay. Yeah. And that is just from the humus and that on here. Yeah. Alors, bon, c'est en anglais, s'il y a un accent sud-africain, tout ce que vous voulez. En gros, il a plu 200 mm au mois. Là, on était au mois d'octobre. Il avait plu 8 mm la semaine, 2 semaines avant. La pluie d'avant, c'était 200 mm au mois de janvier, donc 8-9 mois avant. Et malgré tout, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ici, dans la région, je ne sais pas, il pleut 600-700 mm par an. Et malgré tout, le sol est bien couvert. Et on n'a pas l'impression d'être dans une zone semi-désertique. Voilà un effet visuel de ce que c'est que l'agriculture régénératrice. Suivante, pour vous montrer un peu comment c'est organisé, ça. Là, j'ai grossi un peu le plan de la ferme tout à l'heure. C'est organisé en roue de chariot. Donc vous avez au centre le point d'eau et des champs et des champs qui font tout le tour. Ce qui est important là-dedans, c'est que comme l'idée c'est de mimer ce qui se passait dans la nature, il faut mettre une concentration d'animaux dans un petit champ, enfin relativement petit. D'une façon générale, dans ce pays-là, enfin dans cette zone-là, il faut 10 hectares par mouton. Bon, ici, du coup, là, on va mettre sur un triangle, là, c'est peut-être, je ne sais pas, 20 hectares, et ils vont mettre 1000 moutons dessus, peut-être. Pendant une période d'1 jour, 2 jours, 8 jours, grand max. Mais comme il les bouge à chaque fois, il faut quand même assurer un minimum d'eau pour les animaux, donc tout ça est organisé autour des points d'eau. Au centre, vous avez le point d'eau, et autour, les animaux, qu'on fait tourner comme ça, et ça c'était une roue de chariot, mais il avait plusieurs roues de chariot dans sa ferme. Donc il faut vraiment avoir en tête que les animaux vont rester dans un des triangles que pendant 1 à 8 jours maximum et ne vont plus y revenir avant 10-12 mois. Voilà un exemple de comment ça fonctionne. Suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, haute concentration des animaux. Dommage, les photos sont belles, mais là, vous ne les voyez pas. Vous regarderez en replay. Alors là, ici, c'est un autre exemple. On est passé un peu de temps dans la Herding Academy, donc l'académie de l'élevage, près de Graaff-Reinet, en Afrique du Sud. Il y avait 4 petits champs, 4 petits enclos de 30 mètres sur 30, l'un à côté de l'autre. Donc vraiment le même environnement, pluie, sol, tout pareil. Dans le premier, tel qu'il est là, il n'y a eu aucun animal pendant 3 ans. Rien du tout. Vous voyez des zones de sol nu, sans végétation du tout. Sur le deuxième, suivant, là, on a recouvert les zones de sol nu par des branchages, des branches mortes.
Déjà, rien qu'avec le côté couverture, la légère couverture par les branches, qui permet un peu d'ombre et de conserver d'humidité, on voit qu'il y a beaucoup moins de zones nues que dans le premier enclos. Troisième enclos, là, on a mis une fois par an des animaux pendant une nuit. Donc une centaine de brebis pendant une nuit, une fois par an. Rien qu'avec les déjections animales d'une nuit par an, on voit que le sol est beaucoup moins... il y a presque plus de zones nues dans cette zone-là. Et quatrième enclos, là, c'est les mêmes animaux, mais pendant 3 nuits par an, 3 nuits d'affilée. Et là, tout d'un coup, il y a beaucoup plus d'herbes, de plantes qui poussent. Donc là, on voit typiquement que c'est pas que dans ce cas-là, dans le cas de l'agriculture régénératrice, dans le cas de la gestion holistique des terres par l'élevage, on arrive à régénérer la terre. Et toute la question, c'est effectivement des éleveurs, c'est de régénérer la terre et après de gérer la nourriture. Pendant la phase de croissance, la phase de pousse, au printemps-été, de faire pousser un maximum d'herbes. Et puis pendant la période plus sèche, où les plantes ne poussent pas, de gérer cette nourriture, de gérer ce fourrage, à la fois pour les animaux d'élevage, mais aussi pour tous les autres animaux qui vivent dans cet environnement-là, qui soient de l'insecte aux antilopes qui se fichent un peu des clôtures. Donc voilà un petit aperçu de l'agriculture régénératrice en Afrique du Sud. Alors pourquoi je parle, on est au Fashion Green Days, on parle du local et tout ça, pourquoi je parle de l'Afrique du Sud ? Bon, parce qu'on y est implanté, parce que j'y ai habité, donc parce que je connais un petit peu. Mais aussi, il faut savoir que dans la laine, pour l'habillement, aujourd'hui, je dirais que 95% de la laine utilisée dans l'habillement provient de l'hémisphère sud. Australie en premier, Argentine, Nouvelle-Zélande un petit peu, Afrique du Sud, Argentine, Uruguay. Voilà, on ne trouve pas en France tous les types de laine utilisables pour l'habillement. On en trouve aussi, d'ailleurs on en fait, vous verrez en bas, on a des échantillons de fil en laine de France. Le pull que j'ai sur moi est fait en laine de France peignée. Mais voilà, donc c'est important de comprendre que on ne trouve pas tout en France, pour des raisons environnementales, pour d'autres raisons de tradition ou autres. Et aujourd'hui, voilà, la laine vient de l'hémisphère sud. Mais ça reste une matière naturelle, recyclable, biodégradable, pleine de qualité. Et je vous encourage à l'utiliser et à vous y intéresser.